Merci beaucoup. Alors j'imagine qu'il faut que je garde le micro pour les personnes à distance, hein. C'est ça aussi, on m'a dit qu'il fallait que je reste assez statique parce que la caméra est bien cadrée, donc je vais essayer de rester ici. Merci énormément pour l'invitation. Je dois vous dire que je suis très intimidé d'être ici parce que c'est quand même assez impressionnant. J'ai un petit peu le syndrome de l'imposteur, comme je le disais à Eve-Marie avant d'arriver. Mais en fait, oui, effectivement, je donne des cours sur le numérique, j'étudie le numérique, mais l'intelligence artificielle reste quelque chose d'assez récent, d'assez nouveau, en tout cas dans le portrait de l'éducation. Et je ne me place pas ici en expert, sincèrement, devant vous. Je me place en fait en chercheur, en pédagogue qui réfléchit à des potentialités de l'usage de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu à ça que je vais vous inviter dans cette présentation-là, à réfléchir avec moi, à essayer de réfléchir. Et donc, je vais plus essayer de soulever des éléments, des questionnements, que vraiment apporter des réponses précises, parce que je n'en ai pas, en fait. Alors, ce que je vous propose, on va travailler en 4 temps pendant cette présentation. Je vais faire un petit préambule, juste rappeler quelques petits éléments d'introduction pour qu'on soit tous d'accord. Puis, j'ai réfléchi, en fait, à cette présentation-là, à ce thème-là, en 3 axes particuliers. Le premier qui est enseigner avec l'intelligence artificielle et à quoi peut-on réfléchir. Le deuxième axe qui est innover, c'est-à-dire comment peut-on contribuer aussi à une mise en œuvre ou un développement d'intelligence artificielle qui soit intelligent pour l'éducation et pertinent. Et le troisième axe, c'est celui de l'apprentissage avec l'intelligence artificielle, donc plus du point de vue de l'étudiant, cette fois-ci de l'apprenant. Juste à titre indicatif, les images que j'utilise sont des images libres de droit et quelques-unes que j'ai... Bon, vous verrez. Et donc, il faut que je gère un peu les deux, et mon écran et... Parce que si je veux vous voir en même temps sans tourner le dos, il faut que j'ai ma présentation devant moi. Donc, je vais essayer de me suivre en même temps que je vous... Donc, voilà. Ce que j'avais proposé, vous les avez peut-être eues, c'est des questions réflexives qui vous ont été proposées à l'avance. Je voulais vous les rappeler ici. Là. Comment... Juste les avoir en tête pour garder ça à l'esprit dans le cadre de la réflexion ici. Là. Donc, comment vos étudiantes et vos étudiants ont-ils recours à l'IA dans leur vie quotidienne? Parce que c'est un point de départ, je pense. Dans quel domaine, par exemple d'enseignement, l'IA est-elle la plus susceptible de transformer les pratiques pédagogiques? On en a beaucoup parlé ce matin, j'imagine que vous avez des pistes là-dessus, mais pensez à votre domaine en particulier. Pourquoi serait-il mal avisé d'interdire le recours à l'IA dans le cadre de nos pratiques pédagogiques? Et alors c'est intéressant parce que j'ai préparé cette question-là bien avant cette semaine et aujourd'hui même, il y a un moratoire là, qui a été proposé par quelques personnes. Vous l'avez peut-être vu passer dans les médias, on en a certainement parlé aussi ce matin. Et donc je trouvais intéressant. Je me place plutôt dans cette logique où il ne faut pas l'interdire, mais justement, pourquoi serait-il mal avisé de l'interdire selon vous? À quels outils d'IA avez-vous déjà recours dans votre vie personnelle ou professionnelle? Parce que ça fait quand même une trentaine d'années que l'IA est présente dans nos vies au quotidien. Donc, vous aussi, vous l'utilisez. Essayez de vous remettre ça en tête. Et finalement, quel principe d'alignement pédago-numérique mobilisez-vous dans votre pratique? Alors, je suis parti du postulat que vous étiez des formateurs, formatrices d'enseignement supérieur, en grande majorité. Donc, je m'adresse essentiellement à des gens qui enseignent, d'accord, en contexte d'enseignement supérieur. Ça vous va? Donc, ces petites questions à garder à l'esprit. Alors, justement, en guise de mise en contexte aussi, je voulais revenir sur cet aspect. En fait, il y a de nombreuses revues de littérature qui ont été menées sur l'intelligence artificielle en enseignement. Et celle-ci date de 2019. Donc, elle est déjà bien datée. Là. Ça fait 4 ans quand on le regarde bien. Donc, il y a énormément de choses qui sont produites. Mais déjà, ces personnes-là nous disaient qu'en fait, l'intelligence artificielle, là, ça fait plus de 30 ans qu'il y a de la recherche qui se fait là-dessus, en éducation en particulier. D'ailleurs, ils ont eu le 20e congrès annuel en 2019 sur les applications d'intelligence artificielle en éducation. Donc, ça nous montre que c'est vraiment quand même présent depuis longtemps. Cependant, ça fait quelques années seulement qu'on réalise et qu'on commence à comprendre comment on pourrait, dans notre quotidien d'enseignant, d'enseignante, le mobiliser, l'utiliser. Et l'arrivée de ChatGPT a bouleversé ça là, depuis 3-4 mois, 5 mois. On en parle énormément. Comme tout bon élève, ah non, vous n'avez pas vu, voilà. Donc, je n'ai pas mes animations, c'est pas grave, je vais faire avec, mais j'ai triché. Je me suis dit que pour la présentation, rien de mieux que d'aller voir l'expert pour savoir ce qu'il en pense. Donc, je suis allé voir mon ami ChatGPT. Puis, je lui ai dit, en fait, quels sont les meilleurs usages de l'intelligence artificielle en enseignement supérieur? Alors, il était vachement sympa parce qu'il m'a répondu. Il m'a donné plein de pistes. Je ne vous les donnerai pas tout de suite. Mais il m'a dit que l'intelligence artificielle offre de nombreuses possibilités dans le domaine de l'enseignement supérieur. Alors, en voici quelques-unes. Alors, on va voir si je ne me suis pas trop trompé dans la présentation, mais on y reviendra un peu plus loin. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous disait aussi, en fait, que sa conclusion m'a beaucoup plu. Il convient de noter que l'IA ne remplace pas les enseignants.
Déjà, ça, hein, même ChatGPT nous dit. Mais ça peut être utilisé, en fait, ça peut être utilisé comme un outil puissant pour améliorer l'efficacité de l'enseignement, personnaliser l'apprentissage et fournir un soutien aux étudiants et aux enseignants. Pour moi, ça reste quand même fondamental. Et même si c'est ChatGPT qui le dit, je trouve que c'est quand même pas mal intéressant. Et donc, je voulais vous le partager. L'autre aspect, en guise de préambule, sur lequel je voulais revenir, c'est la question de l'alignement pédago-numérique. J'imagine que c'est quelque chose qui est assez familier, mais néanmoins, je vais vous le ramener à l'esprit. C'est cette idée, là, si on part des travaux de Biggs, qui parlait de l'alignement pédagogique, là, où les apprentissages ciblés, les points dont on en parlait tout à l'heure, hein, les cibles pédagogiques, c'est le point de départ. Et quand on enseigne, ce que l'on veut, c'est que nos cibles pédagogiques soient atteintes. Et donc, pour ça, on met en place des stratégies d'enseignement et d'apprentissage qui vont nous permettre d'atteindre les cibles, donc de permettre aux étudiants d'apprendre ce qu'ils ont à apprendre, et on va mettre en place des stratégies d'évaluation au cœur de tout ça, avec l'idée que les stratégies d'évaluation soient cohérentes avec les stratégies pédagogiques, qui elles-mêmes sont cohérentes avec les cibles d'apprentissage qu'on a déterminées. Je ne vous apprends rien là-dedans. L'alignement pédago-numérique, Marcel Lebrun avait ajouté la notion de la présence numérique dans nos actions. Je regarde Mario parce qu'on en avait déjà parlé ensemble justement. La présence du numérique et réfléchir dans cet alignement-là. Je parle du numérique de manière générale, d'accord? Donc, c'est de dire en quoi le numérique, finalement, favorise ou soutient la mise en œuvre des stratégies. Donc, si les stratégies sont pensées en cohérence avec nos objectifs, nécessairement, les outils numériques qu'on va utiliser doivent être cohérents avec ces stratégies-là, de manière à encore mieux soutenir l'apprentissage de ce qui est ciblé. Donc, vous comprenez la logique de tout ça. Mais gardez à l'esprit, et c'est pour ça que je voulais ramener ici, que cette question de l'alignement pédago-numérique est valable au même titre avec l'intelligence artificielle. On doit se poser les mêmes questions. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle vont venir en fait corroborer, soutenir, à renforcer cet alignement pédago-numérique. Donc c'est ça vraiment qui pour moi est au cœur. Et c'est là, je pense, comme le disait ChatGPT, que notre rôle de pédagogue en fait va être important. Et en fait, j'avais une dernière petite diapo de préambule, simplement pour vous rappeler qu'on est dans une phase, disons, plus d'intelligence artificielle générative, avec l'idée qu'on part d'un prompt, hein, d'une idée, d'une commande, et en fait, on va utiliser un outil qui va générer quelque chose qui ressemble à un contenu qu'aurait pu produire un être humain, et ce contenu-là va pouvoir être utilisé après ça pour réaliser d'autres actions. Et on s'en va de plus en plus, c'est déjà présent, hein, mais je veux dire, ça s'en va de plus en plus vers de l'intelligence adaptative, où là, on est dans une dynamique où l'outil intelligent, le moteur intelligent, va mobiliser le contexte et s'adapter en fonction de ce contexte et évoluer au fur et à mesure à partir de ça. Donc, dans une forme de dialogue et d'adaptation à l'utilisateur. Ça, c'est important de le garder à l'esprit parce que en éducation, évidemment, l'adaptation va être de plus en plus importante si on pense à toutes les caractéristiques de la multiplicité de nos étudiants et étudiantes qu'on a devant nous. Donc, je voulais juste aussi vous rappeler cet élément-là dans le sens où ça évolue, ça continue d'évoluer. On en est juste au début de notre compréhension de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Alors, j'en viens à la suite. Donc, enseigner avec l'IA. Alors, bon, c'est bien dommage, je n'ai pas mon animation, mais c'est pas grave. En fait, on pourrait vous en donner plein d'exemples, il en existe énormément. Mon intention ici n'était pas de venir vous donner tous les exemples précis, parce que d'abord je ne les connais pas tous, parce qu'il y en a énormément, mais c'est de comprendre qu'il y a des possibilités variables. Et si on pense juste par exemple aux travaux qui se font au Québec, j'ai pris en exemple la compagnie Optania, que je connais un petit peu pour avoir collaboré avec eux. Ils ont développé notamment l'outil Ali, j'imagine que vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est un chatbot en fait, qui vient soutenir les étudiants dans leur engagement, leur motivation, pour s'assurer qu'ils maintiennent une présence. Mais ça, c'est un outil qui est là vraiment au soutien du parcours de l'apprenant dans son développement. Donc ça, c'est par exemple un type d'intelligence artificielle qui peut être utilisé pour soutenir les apprentissages. Ils ont aussi développé, ou sont encore en train de développer, ISA, qui est un outil d'interface de suivi académique. Avec l'idée en fait que ça permet d'accompagner avec une interface dynamique, intelligente, qui s'adapte aux apprenants, un parcours académique pour les élèves. Mon collègue et ami Bruno Polubert travaille avec toute son équipe sur notamment les tableaux de bord intelligents qui permettent dans le même ordre d'idées de suivre un petit peu les parcours des étudiants qui sont dans des contextes de formation à distance par exemple et les accompagner en fonction de ce qu'ils manipulent, de là où ils vont, du temps qu'ils prennent sur certaines activités, du type de ressources qu'ils vont déposer.
Donc ces tableaux de bord interactifs sont intelligents dans la mesure où ils s'adaptent et comprennent et analysent un certain nombre de données multiples pour pouvoir proposer et comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc c'est un outil qui permet à la fois à l'étudiant de s'orienter et à la fois à l'enseignant de suivre un peu le parcours et le développement de ses étudiants. Puis récemment, donc il y avait le colloque du CRIFPE il y a 2 semaines, puis j'ai assisté à une présentation de Valérie Psyché de la TELUC qui parlait des systèmes intelligents adaptatifs, par exemple, qui dit que en fait l'apprenant, en fait le principe en fait on va dire un tuteur intelligent ou un système intelligent adaptatif, en fait ça détecte quand l'apprenant a des difficultés et ça lui propose des ressources ou des exercices ou des rétroactions pédagogiques en conséquence. Là, je mentionne Aziz Mimoudi ici qui travaille avec elle actuellement, mais qui fait son doctorat avec moi à l'Université de Sherbrooke et qui travaille justement sur les tuteurs intelligents et comment on peut soutenir, par exemple, ou de quelle manière, en fait, ça va mieux soutenir les élèves dans certains cas où ils rencontrent une embûche de compréhension, une embûche cognitive, où ils font une erreur. Et donc, grâce aux tuteurs intelligents, l'erreur est analysée en fonction du parcours que l'élève a fait avant ou l'étudiant a fait avant. Selon l'erreur, on va l'orienter vers un type de rétroaction spécifique et un type de recommandation spécifique ou un type le prochain exercice qu'on va lui proposer. Donc cette idée, en fait, est d'accompagner avec un tuteur intelligent au fur et à mesure les élèves. Je suis allé chercher un petit peu aussi pour voir d'autres illustrations. Je suis allé voir Educause. J'imagine que vous connaissez Educause, qui est vraiment un organisme américain qui fait vraiment un travail en enseignement supérieur extrêmement intéressant. Et ils ont divers types de recherches ou de synthèses qu'ils proposent. Et vous voyez ici, là, c'est dans leur dernier rapport, en fait, qui est, je vous ai mis la petite référence en bas à droite, où ils nous montrent rien que 6 modalités d'intelligence artificielle qui sont développées ou qui sont mobilisées dans les universités américaines avec des finalités différentes. Alors, le premier, c'était par exemple, si je me souviens bien, parce que je ne vais pas tout lire en détail, The Learning Clue Project, c'est de regarder avec l'intelligence artificielle comment, à partir de vidéos, des étudiants se comportent dans une classe et à partir de ça, de voir comment ce comportement-là peut être prédictif d'une difficulté ou d'un abandon ou d'un besoin spécifique d'accompagnement. Donc ça, c'est un outil très intéressant qui mobilise la vidéo. Il y a celui qui est le deuxième, c'est un outil qui assiste l'écriture quand les élèves ou les étudiants ont des difficultés dans l'écriture de textes particuliers. Alors là, ça nous amène à l'idée que l'intelligence artificielle va être aussi très aidante pour les personnes à besoins particuliers parce qu'on peut offrir, alors je dis on peut, il reste encore beaucoup de développement à faire, mais ça va à une vitesse folle, donc on peut anticiper déjà ce que ça peut être. Mais donc on peut offrir à des personnes qui ont des besoins particuliers des tuteurs intelligents qui sont proches d'eux et qui vont s'adapter en fonction de leurs difficultés pour leur proposer les ressources adéquates. Et tous ces éléments-là vont en fait se baser aussi sur toute la connaissance scientifique qui est à la base de la construction des algorithmes qui viennent développer ces outils. Alors je vous les passe parce que ce n'est pas nécessaire d'aller les voir en détail. Je pense que la présentation sera disponible par après de toute façon, donc vous pourrez voir la référence. Mais ça, je trouvais intéressant. De vous présenter différentes possibilités. Ça, c'est ce que j'avais appelé des outils d'intelligence artificielle qui sont développés dans une finalité éducative. Alors, le même Educause, mais l'année passée, avait fait en fait, c'est Brooks, là, un des chercheurs qui est associé à Educause, avait fait une enquête pour essayer de voir un petit peu auprès de la population américaine enseignante en contexte universitaire, quelles seraient un peu leurs intentions d'utilisation de certaines possibilités qu'offre l'intelligence artificielle. Alors, on voit par exemple offrir du feedback sur des rétroactions, amener du tutorat, gérer la conduite d'évaluation ou gérer tout ce qui est lié à la notation, pas à l'évaluation, mais à la notation. Créer en fait des opportunités personnalisées d'apprentissage, la surveillance d'examens, la surveillance de choses comme ça, ou la détection du plagiat. Et vous voyez qu'en fait, la majorité des personnes n'avaient pas encore d'usage pensé. Là, on voit 58% en haut. Certains pensaient, deuxième colonne, peut-être commençaient à y réfléchir et y voyaient un potentiel. Et puis plus on s'en va vers les colonnes de droite, à part tout ce qui est la détection du plagiat, où là, c'était déjà très présent dans les usages parce qu'on est conscient des possibilités qu'offre l'Internet aujourd'hui. Donc le plagiat était déjà très étudié, très présent. Mais pour le reste, l'intelligence artificielle n'était pas encore si présente dans les usages et les intentions. Je suis convaincu que si on refaisait la même étude déjà 1 an plus tard,
ça serait beaucoup moins rouge foncé et qu'on s'en irait vers beaucoup plus du rose pâle, du rouge un peu plus foncé vers le milieu. Parce que, et déjà, vous en êtes témoin ici, enfin, vous en êtes acteur, actrice ici, on est déjà en train de se poser ces questions-là, qu'il y a peut-être un an, on ne se posait pas vraiment, en fait. Maintenant, ce qui est intéressant aussi de voir, et voilà, et j'ai pas mon animation, c'est pas grave, ça ira plus vite comme ça, c'est les technologies d'intelligence artificielle qui n'ont pas nécessairement une finalité pédagogique. Et c'est peut-être celle-là qui nous questionne le plus, parce que les autres, vous vous dites, bon, elles ont été conçues dans cette logique d'intelligence artificielle, dans cette logique pédagogique, pardon, donc on voit leur pertinence pédagogique, on voit leur intérêt, on voit leur apport. Maintenant, tous ces outils d'intelligence artificielle qui sont construits dans une logique sans but éducatif peuvent nous donner un certain niveau d'anxiété. Hein. On a le niveau d'anxiété qui monte là parce qu'on se dit comment on va réussir à prendre un peu le contrôle là-dessus. Alors que ce soit la reconnaissance d'images, les assistants virtuels, on les connaît. Hein. Ceux-là, le Hey Google, là, oups, j'aurais pas dû le dire, ça va peut-être faire démarrer vos téléphones. Les voitures autonomes qui sont en développement, tous les filtres de spam qui existent, tous les suggestions de texte. Hein, vous utilisez sur vos téléphones, vous commencez de mettre une ou deux lettres, puis pouf, 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 il vous propose tout un tas de mots. Ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est déjà très, très présente dans nos vies. Les recommandations de produits, ça, vous connaissez très bien. Hein, vous allez sûrement être intéressé par ceci ou cela. Les systèmes de recommandation de musique, c'est la même chose. Les traductions automatiques, les différents chatbots que vous connaissez, il y en a plein, d'accord? Et c'est présent depuis très longtemps. Donc ça, moi, c'est un autre indicateur qui me fait dire on ne peut pas ne pas considérer l'intelligence artificielle dans nos pratiques pédagogiques, c'est présent dans nos vies. Alors l'interdire, pour moi, ce serait d'aller à l'encontre de notre société. Or, un de nos objectifs premiers en tant que pédagogue universitaire, c'est justement, ou collégiaux, c'est de former les étudiants à être des citoyens actifs, critiques et qui fonctionnent dans notre société. Donc, on n'a pas le choix que de les considérer. Maintenant, et là je reprends une diapo de Normand Roy qui, il y a un mois, faisait une présentation également sur l'intelligence artificielle. Il m'a donné l'autorisation de prendre ces diapos, je vous le dis. Je n'ai pas triché, mais il nous montrait, en fait, avec cette image assez emblématique, là, on ne voit que la pointe de l'asperge, comme diraient certains de mes amis. En fait, on ne voit que quelques éléments apparents, et il y en a énormément, hein, que ce soit ChatGPT, que ce soit Midjourney, Bing, vous les connaissez, mais ils arrivent. Et ceux-ci, c'est des outils qui n'ont pas une finalité pédagogique à la base, mais qui sont beaucoup plus près des actions et des stratégies que doivent mettre en œuvre les étudiants dans leur pratique. Hein. Donc, ChatGPT ou DALL-E, vous les connaissez, mais tout ce qui est assistant d'écriture, tout ce qui est assistant de recherche automatisée, les assistants aussi qui permettent de corriger, de structurer, de faire de la recherche de bibliographie. Là, on commence à se dire, le social commence à avoir un lien beaucoup plus proche avec nos usages pédagogiques, et là, ça commence à nous questionner sur ce qu'on peut faire ou pas faire. D'accord ? Donc là, on voit que le social entre un peu plus dans notre sphère universitaire. Là, j'ai une petite inquiétude parce que mon animation elle était vraiment importante et j'ai peur. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir le vrai PowerPoint et non pas le PDF? Parce que... Ou alors, parce que là, je vais manquer tout ce que vous manquez, toute mon animation qui était si intéressante. Je l'ai travaillé très fort. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est le PDF qui est joué, hein, ça se peut. Il n'y a pas d'animation du tout. Non, bon, non, alors ça c'est la diapo d'après. C'était en fait, ou alors est-ce que c'est possible de l'éditer, enlever les carrés blancs, c'est pas grave, je vais faire... Can you just edit it and remove the white squares on the PowerPoint? Donnez-moi 2 secondes, parce que je veux juste vous illustrer quelque chose quand même important. Is it a PowerPoint you have? Voilà, donc on va s'affranchir de l'animation, c'est pas bien grave, le contenu, c'est ça qui est important. Donc, est-ce qu'on peut revenir donc à la diapo? Ah, ça n'a pas fonctionné. Bon, le temps qu'il arrive à l'afficher, je vais vous expliquer un peu de quoi y retourner. En fait, j'avais repris la diapositive de Normand, qui était très intéressante, et qui, par son schéma, nous expliquait en fait que... Ah, voilà. Bon, Normand avait fait cette partie-là, d'accord, le schéma comme ça, et ce qui était très intéressant dans son schéma, il y a un mois, c'est qu'il nous expliquait le parcours d'un étudiant
ou d'une étudiante, ici, dans la petite bulle, qui a un prompt, c'est-à-dire offre une entrée à une tâche, à réaliser quelque chose qui la stimule au départ. Donc, la personne va pouvoir aller sur ChatGPT pour planifier un peu et faire son remue-ménage, d'accord, commencer à réfléchir à ce qu'elle va faire. Elle va pouvoir aller après faire une recension des ressources qui vont lui permettre d'alimenter sa réflexion, son remue-ménage, parce que ChatGPT, on le sait pour l'instant, ne nous offre pas de références bibliographiques claires. D'accord? Donc, bon, l'étudiant qui a été bien formé se dit, je vais aller chercher des références pour compléter le tout. Et là, il va faire une analyse des PDF automatiques, parce qu'il n'a pas le temps de le lire, il y a un parti à gérer, donc il faut qu'il aille faire une synthèse de tout ça assez rapidement. Donc, il va utiliser un outil qui permet de faire une analyse automatisée des PDF et qui va lui faire une belle synthèse des éléments clés de chacun de ces documents textes qu'il a trouvés. Après ça, il va faire une petite mise en page d'une bibliographie synthèse des articles qu'il va vraiment mobiliser, et puis il va faire une première rédaction initiale avec les idées clés qui se retrouvent là-dedans. Et il va utiliser un peu ChatGPT pour l'aider dans son écriture, pour que ce soit un beau texte, que ce soit bien formulé, que ce soit bien structuré. Puis, si jamais il a à faire une traduction parce que c'est un article qu'il doit écrire ou c'est un texte qu'il doit remettre en anglais, par exemple, parce qu'il est à McGill et puis c'est pas sa langue maternelle, l'anglais, donc il va passer par un outil de traduction. Et puis, il va faire une première révision. Et là, l'étudiant, de nouveau, il a une action à faire. Hein, d'accord? Il est là, là ou là. Le reste, c'est toute l'intelligence artificielle qui faisait le travail. Et puis, après ça, il y a peut-être une dernière révision. Il peut utiliser Quillbot ou d'autres outils de ce type-là qui vont l'aider à vraiment regarder la qualité du français ou de l'anglais de sa production. Il revalide une dernière fois. Il s'assure que les normes APA sont bien respectées parce que dans son école, on impose les normes APA et il envoie. Alors, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, oh, merci Normand de me l'avoir partagé. Puis, pour m'éclairer un petit peu, je suis allé voir finalement, depuis un mois, il y a un grand nombre déjà d'outils d'intelligence artificielle qui sont apparus et qui ajoutent une complexité supplémentaire et des opportunités supplémentaires. Alors tous ceux que vous voyez, et c'était ça ma chouette animation, ils apparaissaient les uns après les autres, mais tous ceux que vous voyez encadrés de couleurs comme ça sont des nouveaux outils d'intelligence artificielle qui sont apparus récemment et qui viennent se greffer dans le processus de l'étudiant, dans sa réalisation et dans son travail. Alors c'est intéressant, là. Il y en a qui vont nous permettre de mieux écrire encore. Il y a Palm 2 et celui de Google là, qui paraît plus puissant que ChatGPT encore et plus efficace. Mais il y en a d'autres. Il y a ceux qui permettent, par exemple, il pourrait faire une présentation sous la forme d'un site web, et puis hop, celui-là, ça nous permet de créer automatiquement un site web à partir d'une ressource qu'on lui propose. Donc il n'aura même plus à se fatiguer à mettre ça en forme, là, il va pouvoir le faire. Ou alors, il pourrait le proposer sous la forme de vidéos organisées, animées, où, vous l'avez vu, la ministre ce matin a utilisé une vidéo d'elle-même où elle se fait parler. Là, c'est la même chose. Les étudiants pourraient utiliser ces outils-là pour donner encore plus de vie à leur présentation. Il y a des nouveaux outils de référencement, de recension qui sont apparus, Pétale en particulier. Il y a celui-ci qui est là pour l'analyse de documents de type PDF qui s'ajoute. Donc, j'avais envie de dire à Normand, mais t'es déjà dépassé, mon cher ami, parce qu'en un mois, il y a déjà plein de choses qui sont arrivées, en fait. Donc, c'était ça que je voulais vous illustrer. Et je pense que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça offre, c'est ça les petites flèches que j'ai ajoutées en couleur, c'est que ça offre, là encore une fois, d'autres possibilités et ça démultiplie les possibilités de réalisation qu'on offre aux étudiants. Normand, je les ai mises parce que je les trouve intéressantes, s'est amusé à faire quelques jeux avec ChatGPT là, pour voir un petit peu la qualité des réponses que ChatGPT pouvait offrir. Il demandait de faire une recette avec des œufs de vache. ChatGPT lui a fait une belle recette avec des œufs de vache. Bon, c'est juste une petite illustration pour vous montrer que c'est encore imparfait, mais ça nous amène justement à notre réflexion de pédagogue ici aussi, parce que ça nous questionne finalement. Sur quoi est-ce qu'on va penser à l'alignement pédago-numérique, finalement, comment ça transforme ces outils-là, nos intentions pédagogiques? Est-ce qu'on forme nos étudiants aux mêmes choses? Alors, il relevait évidemment des défauts et des biais, des risques à ChatGPT, mais c'est parce que sa conférence portait sur ChatGPT. Mais on peut appliquer ces mêmes types de mise en garde sur différents outils. Ils ont toutes des fonctions, des limites, des travers qui sont différents. Moi, je me suis amusé, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais faire un peu le même exercice. Je me suis amusé, puis je suis allé voir Dali, puis je lui ai demandé de faire un portrait de moi qui parle d'intelligence artificielle. C'est le plus plausible que j'ai pu réussir à avoir. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur quand je me suis vu en bas. Je me suis dit, je ne sais pas où il est allé chercher ces images-là de moi, mais en tout cas, mais puis après, je lui ai demandé, on va faire plus simple. Je lui ai dit, propose-moi un nuage des icônes de toutes les applications d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui. Et il m'a proposé ce petit truc, ce nuage à droite. C'est bien un nuage.
mais il n'y a aucun icône qui ressemble à quoi que ce soit. Alors ça, c'est une illustration, à mon sens, de l'imperfection encore des outils qui existent aujourd'hui. Et c'est ça qui est important, parce que notre jugement critique, en tant que pédagogue, va se situer là. Hein, si vous repensez au schéma de Normand, finalement, la partie où les étudiants vont devoir être actifs, vont devoir mobiliser leurs compétences, elle se situe peut-être plus nécessairement aux endroits où on imaginait qu'elle se situe auparavant. Est-ce que les compétences qu'on veut les faire développer sont les mêmes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant? Est-ce que ce sont les mêmes besoins que les étudiants ont? Donc c'est tout ça qu'il faut questionner et je n'ai pas encore de réponse très claire, hein, bien honnêtement. Bon, pour terminer sur cette section-là, donc je reviens à ce que mon ami GPT avait dit. Ça sonne un peu comme dans Pinocchio. Et, pardon, excusez-moi. Et donc, il nous disait, ben oui, il offre plusieurs possibilités, tout ce qui est lié à la personnalisation de l'apprentissage. Donc là, il nous donnait une description très intéressante. L'assistance pédagogique. Pas pris la bonne flèche. L'assistance pédagogique, donc on l'a dit, tout ce qui est lié au chatbot, hein, l'accompagnement, le soutien, tout ce qui est l'évaluation automatisée, donc ça offre des outils intéressants pour soutenir l'apprentissage. L'analyse prédictive, donc ça c'est intéressant aussi hein, pour vraiment aider, anticiper les difficultés, les besoins, les particularités des étudiants ou l'évaluation automatisée. Voilà, donc je me dis, j'ai pas trop faux par rapport à ce que mon ami GPT avait dit, donc c'est pas trop mal, on avance ensemble. Maintenant, je voulais vous amener dans une autre dimension, parce qu'on se sent souvent, et moi en tête, comme pédagogue, mais aussi chercheur en éducation, on se dit toujours, ça va vite, ça va plus vite que nous, et on est dépassé. Oui, mais on est quand même des acteurs et des actrices de ce changement-là, et on peut y contribuer à ce changement-là, et j'aimerais bien qu'on garde ça à l'esprit, parce qu'on a tous les capacités de faire des choses. Je parlais avec une collègue, elle m'a dit de ne pas dire son nom, mais on a des projets qui sont intéressants, on pense à des possibilités, et je me dis, ben, il faut qu'on y contribue. Alors, ce que je vous invite à faire, peut-être, dans quels que soient vos milieux, c'est de rentrer dans une logique d'innovation ou de recherche collaborative orientée par la conception. Ça, c'est quelque chose à quoi moi, je m'attache beaucoup. Parce que, en fait, on peut contribuer par nos expertises. Vous en avez de l'expertise, vous avez de l'expérience, vous connaissez vos étudiants, vous connaissez vos contextes, vous connaissez vos besoins, vous savez ce que vous voulez qu'ils développent. Ben, peut-être qu'ensemble, on peut réfléchir. Alors, peut-être qu'on va se casser la figure parfois, mais ça, c'est pas grave. C'est ça l'avancement de la connaissance aussi, c'est d'y contribuer. Donc, réfléchir ensemble dans une logique de recherche collaborative. Alors, ici, je vous propose les 4 grandes étapes, juste pour vous les ramener, mais dans le fond, quand on fait de la recherche collaborative, il n'y a pas besoin d'être un immense chercheur très réputé du domaine pour se poser des questions qui sont liées à une problématique là, issue de notre pratique. On observe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Comment on le considère, ce problème-là? Et à partir de là, comment on peut concevoir, alors on va se renseigner, on va se documenter, mais comment on peut concevoir une innovation en collaboration? Et c'est là que j'insiste, c'est sur le « en collaboration ». Plusieurs personnes l'ont mentionné ce matin, là, on n'est plus seul là maintenant dans le monde de l'éducation. Toutes les personnes qui contribuent au développement des ressources informatiques en intelligence artificielle, les programmeurs, les web designers, toutes les personnes qui sont là pour soutenir le développement de cette intelligence artificielle-là sont des collaborateurs du système éducatif. Ce sont nos collaborateurs. Et si on ne travaille pas avec eux, alors eux ne pourront pas avancer efficacement du point de vue pédagogique. Et puis nous, ben, on va être toujours à la traîne par rapport à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vous invite sérieusement à penser en collaboration avec des informaticiens, avec des spécialistes, avec des collègues. Venez nous voir. Venez voir les chercheurs en informatique. Venez voir les développeurs pour qu'on conçoive ensemble des choses et puis qu'on analyse. On voit ce que ça donne. Et ça n'a pas besoin d'être fait à une immense échelle. Ça peut être fait dans l'échelle de votre cégep, dans l'échelle de votre département, à votre université, juste pour qu'on comprenne comment ça se passe, qu'on le documente, qu'on l'alimente et qu'on, collectivement, fasse avancer notre compréhension des enjeux pédagogiques. Et voilà, après, l'étape importante, c'est la diffusion. Alors peut-être qu'on va se revoir dans un an. Hein. J'invite Livado peut-être à nous réinviter dans un an, mais pour qu'on réfléchisse à ça, est-ce que les petites expérimentations qu'on aura faites, les petits développements auxquels on aura contribué, nous ont aidés? Alors juste à titre illustratif... À titre illustratif, je vais vous parler d'un projet de recherche sur lequel je travaille, qui s'appelle DADI. Bon, l'outil en lui-même n'est pas si important. C'est un dispositif d'autopositionnement pour le développement de l'innovation en enseignement supérieur. Et ce dispositif-là, qui a été financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, avait pour mission, en fait, de créer des ressources, en fait, un espace qui permette à des enseignants universitaires ou collégiaux d'entrer, puis d'avoir un diagnostic, en fait, de leurs compétences numériques. Et à partir de là où ils se situent dans leur portrait de compétences numériques, on leur propose des ressources de développement qui sont présentes ou pas dans leur institution, ou qui sont présentes sur le web, ou qu'on aura construit pour eux spécifiquement dans la plateforme.
Alors là, on a fait tout d'abord un premier travail. Moi, j'ai toujours eu en tête qu'il allait y avoir de l'intelligence artificielle dans mon outil, mais évidemment, il faut bien partir de quelque part. Donc la première chose, on a déjà fait tout un travail pour comprendre qu'est-ce que la compétence numérique, comment elle se développe, et quel type de ressources les personnes ont besoin, quel type de portrait on peut avoir. Et on a travaillé en collaboration avec la compagnie Optania, dont je vous ai parlé juste avant, pour justement essayer de comprendre comment ces algorithmes pourraient être développés, à partir de quelle base théorique on est capable de construire un algorithme intelligent qui nous permette effectivement de dresser un portrait cohérent des personnes et donc, par conséquent, de leur offrir vraiment un parcours adéquat. Bon, je vous dirais qu'on n'a pas tout à fait réussi encore, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer à prime abord. Mais moi, je suis quand même très content parce que ça nous a permis de développer un grand nombre de ressources, de comprendre comment ça fonctionne en arrière, de comprendre beaucoup mieux la logique. Optania a développé aussi une bonne compréhension des intentions, de la démarche théorique pédagogique qui est en arrière de ça. Et ça nous a amené maintenant à collaborer avec une entreprise qui s'appelle PMGS, qui, de son côté, avait développé, c'est une entreprise spécialisée en gestion, en management, qui fait de la formation dans de nombreuses grosses entreprises et qui ont développé un système intelligent de gestion des compétences. Puis par hasard, il se trouve que mon doctorant, Aziz Mimoudi, faisait un stage. Là, il travaillait chez eux, puis il m'a dit « Florian, tu devrais les rencontrer. Ils ont développé quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. » Et depuis, là, on est en train d'élaborer un projet de recherche avec eux qui va, en fait, d'une certaine manière, mobiliser la logique qu'on avait mise dans Dadi, qu'eux ont mis dans le système intelligent de gestion de compétences. Mais ils me disaient, eux, ce n'est pas des spécialistes de la compétence, ce n'est pas du tout des chercheurs en éducation. Donc, nous, on arrive avec un cadre théorique autour des compétences qu'on a développé, qu'on a approfondi et qui viennent alimenter leur outil. Et donc là, on se met en collaboration. Donc, tout ça, c'est simplement une illustration. L'outil en lui-même, c'est un travail, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut plonger. Il ne faut pas avoir peur de plonger dans de la recherche collaborative orientée par la conception, parce que c'est ça qui nous aide à comprendre et à avancer. Ça va? Et ma collègue Christelle Lison met toujours cette image-là à un moment donné, mais je vous la mets parce que je la trouve sympathique. Là. En fait, elle reprend ça, mais je trouve que c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. En gros, vous voyez ce que ça veut dire, mais je pense que c'est assez simple. Moi, je me dis, on peut y contribuer, donc essayons d'y contribuer. Ne nous laissons pas submerger, mais contribuons à l'avancement, à la réflexion, au développement. Alors, je terminerai, parce que j'ai vu mon petit papier orange. Il me reste 5 minutes, ça tombe vraiment bien, puisqu'il ne me reste plus que 20 diapos. Je voulais parler avec vous en fait du côté étudiant, parce que pour moi, il y a des choses extrêmement importantes. C'est développer les compétences de nos étudiants au regard de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un de nos devoirs aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les aider à comprendre l'IA. C'est comment ça fonctionne, où on la retrouve, quelles sont les caractéristiques de l'IA. Ça veut dire les aider à développer leur capacité à exploiter efficacement l'IA dans leur parcours d'apprenant, dans leur démarche, leur stratégie, leur organisation du travail. Mais surtout, être critique de l'IA. Parce que c'est à ça maintenant qu'on a... C'est un de nos rôles principaux. C'est comment on fait pour être critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les enjeux éthiques? On en a parlé des enjeux éthiques ce matin, mais il n'y a pas que les enjeux éthiques. Il y a tout un tas d'enjeux de sécurité, il y a des enjeux de propriété de données, et ainsi de suite. Et toutes les dérives potentielles qui peuvent arriver, parce que ce sont eux aussi des acteurs, des actrices qui vont contribuer au changement et à la mobilisation efficace de l'intelligence artificielle. Alors, bon, là, je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez, mais moi, je pense que c'est un cadre qui nous aide énormément, justement dans cette logique-là, parce que, et j'en ai relevé 3 qui me semblent en clé par rapport à l'intelligence artificielle, ce sont toutes les habiletés technologiques, la pensée critique ou la culture informationnelle, comment on fonctionne là-dedans. Et justement, je vous invite aussi à regarder ce modèle-là. C'est le DIGCOMP EDU, qui est le modèle européen sur les compétences, le cadre des compétences numériques. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce modèle papillote, là, c'est qu'on voit d'un côté le monde de l'enseignant, de l'autre côté le monde de l'étudiant, et on voit que tout ça est très imbriqué. Donc, il y a un engagement professionnel de notre côté, sans être complètement paniqué par ce qui se passe, mais je pense qu'on peut contribuer en se formant soi-même, en développant nos propres compétences. On a tous à apprendre. En préparant ces diapos, j'ai appris plein de choses. Et puis, il y a toutes les compétences pédagogiques qui sont mises en œuvre, tout ce qui est lié à l'enseignement, l'apprentissage, la création de ressources numériques, tout ce qui est lié à l'évaluation, on en parle, il y a plusieurs ateliers là-dessus. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est la case mauve, là. C'est « Empowering Learners ». Comment on fait pour que les apprenants deviennent eux-mêmes des acteurs et qu'il y ait un pouvoir
sur leur développement. Et donc, à partir de là, qu'ils développent leurs compétences d'apprenant. Donc voilà, je voulais vous ramener ce modèle-là parce que je le trouve intéressant à garder à l'esprit, en fait, sur quelle dimension, en tant que pédagogue, on peut jouer, quels éléments on peut faire développer à nos apprenants, mais aussi à nous-mêmes en tant que pédagogue. Voilà, je terminerai sur ce modèle-là parce que je le trouve extrêmement important. C'est celui de la littératie médiatique qui a été développé par des collègues belges, Fastré et De Smet, mais c'était en 2012, vous allez dire, il date un petit peu. Moi, je le trouve très actuel et je le trouve encore plus actuel avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et l'idée de la littératie médiatique, c'est de dire, quand on est dans les médias, qu'est-ce qu'on fait avec des médias? On lit, on écrit, on navigue et on organise. D'accord? On organise les ressources, on organise notre travail. Et en fait, ce que ce modèle-là nous explique, c'est qu'en fait, on développe aussi ces 4 grands types de compétences-là, ces habiletés-là, selon 3 axes. L'axe informationnel, donc comment on retrouve l'information, comment on la lit, quel type d'information, comment on y navigue et comment on la structure. L'axe technique, comment ça fonctionne, comment on lit ça, comment on utilise ces outils qui nous permettent de lire, de communiquer, de travailler. Et puis l'axe social, qui est un axe qu'on oublie souvent, mais c'est comment on agit par rapport aux autres quand on est dans un environnement numérique avec des outils d'intelligence artificielle notamment. Et donc comment on lit ce que font les autres, leur bien-être ou leur santé, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un modèle aussi que je vous invite à garder à l'esprit parce que ça nous aide à peut-être repenser les compétences sur lesquelles on va faire travailler nos étudiants. Alors, vous irez voir mon diaporama. J'ai demandé à ChatGPT de me proposer un scénario pédagogique en enseignement supérieur pour des étudiants de maîtrise en sciences humaines. Il n'est pas pire, le petit scénario, mais j'avais une dernière question pour vous à ce stade-ci. Est-ce que vous l'utiliseriez tel quel? Voilà. C'est ça qui est important. C'est non, je l'ai entendu à plusieurs, j'ai vu plusieurs personnes bouger de la tête parce que, évidemment, il faut garder un regard critique, il faut avoir un œil sur tout ça. Et c'est ce que l'on doit faire, nous, en tant qu'éducateurs, mais c'est ce que doivent développer nos étudiants en tant qu'utilisateurs, en tant que futurs professionnels, en tant que personne qui va utiliser l'intelligence artificielle par la suite. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Je voulais revenir là-dessus, mais en conclusion, juste pour terminer, je n'ai pas eu mon drapeau rouge encore, je suis bon. Je vais citer en fait ma collègue Geneviève Lameule de Rennes, qui disait « L'usage du numérique n'impacte pas que le pédagogique. La transformation des pratiques visées ne peut se faire que si l'ensemble des niveaux est mobilisé et que la dimension humaine est mise au cœur du projet de transformation. » Je trouve que ça, c'était dans un ouvrage en 2015 où elle parlait du numérique en enseignement supérieur. Je pense que c'est d'autant plus valide aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et donc, pour moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, ou en tout cas qu'on essaie de retenir ensemble, c'est on ne peut pas travailler sans les étudiants par rapport à ça. Ce sont des acteurs clés, autant que vous l'êtes dans l'évolution. Il faut redéfinir nos cibles de formation en tenant compte des enjeux sociétaux potentiels, des impacts sociétaux potentiels de l'intelligence artificielle. Donc, ce que l'on ciblait avant, forcément, il va falloir le repenser, le retravailler, le redéfinir au regard de tout ce que ces outils nous permettent de faire. Et mon dernier point, vous l'avez compris, pour moi, c'est composer avec l'IA. Ce n'est pas se battre contre, parce que ça ne sert à rien. Donc, il faut composer contre, je me contredis moi-même, il faut composer avec, mais en gardant un esprit critique, parce que c'est extrêmement important. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.